Mesdames, Messieurs les membres du CLUSIF, je suis David Mopou et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la blockchain. La blockchain est un sujet d'actualité et de plus en plus connu à travers les cryptos, et plus particulièrement à travers le Bitcoin. Mais la blockchain est avant tout une technologie de stockage et de transmission d'informations. Pour nous accompagner et décomplexifier le sujet, nous avons le plaisir de recevoir François Gagelin, qui nous aidera à mieux comprendre la blockchain. François, je te laisse le soin de te présenter et tu peux enchaîner sur la présentation. D'accord, merci David pour l'introduction. Alors, je suis François Gagelin, je suis président aujourd'hui de l'entreprise Mioxient et je remercie le CLUSIF pour l'invitation. Et je vais essayer justement de décomplexifier, comme tu l'as si bien dit, la blockchain, en vous aidant à comprendre un peu les concepts qui sont derrière. Alors dans ma présentation, je vais l'axer sur deux grosses parties. La première où je vais expliquer le concept de la blockchain et ensuite j'enchaînerai avec des cas d'usage, soit d'actualité, soit un peu plus théorique, pas encore d'actualité mais en recherche. Alors la blockchain, en termes de conception, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'il faut retenir, c'est que la blockchain, c'est un système de stockage. Un système de stockage avec une précision à état. Juste pour mieux saisir ce qui se passe derrière, en fait, je vais expliquer aujourd'hui un système de stockage, comment il est construit et sur quoi il est basé. Donc aujourd'hui, un système de stockage, il a plutôt une tendance à être ce qu'on va appeler centralisé, c'est-à-dire qu'on a une entité centrale qui va conserver de la donnée. Et cette donnée, vous allez avoir tout un réseau d'utilisateurs qui va graviter autour de cette entité centrale et qui va utiliser les serveurs qui sont à sa disposition pour consulter de la donnée ou bien pour la modifier. Dans tous les cas, ce qui se passe dans ce cadre de registre qu'on va appeler plutôt centralisé, vous devez faire confiance à une entité que je vais nommer centrale. Dans le cadre de la blockchain, en fait, on va casser un peu ce concept d'unité de système centralisé. On va plutôt passer sur une notion de décentralisation ou plutôt de registre qu'on va appeler distribué. C'est-à-dire que l'entité centrale qui était décrite tout à l'heure, en fait, elle va être cassée en une multitude de petites entités. Et chacune de ces entités va, elle, conserver la donnée et faire ce travail de stockage. Les utilisateurs, eux, ils gravitent toujours autour de ces différentes entités. Et pour consulter la donnée ou pour y accéder ou la modifier, en fait, il va demander au réseau de réaliser des actions. Il va demander au réseau quelle est la donnée qui est sauvegardée, quelle est la donnée que je peux modifier. Ça, l'utilisateur, en fait, il va graviter autour non plus d'une entité centrale, mais autour d'un réseau. Et c'est pour ça que dans le cas plutôt d'une blockchain ou d'un registre qu'on va appeler décentralisé, on va avoir cette notion de faire confiance à un réseau plutôt qu'à une seule et même entité centrale. Mais du coup, pour s'authentifier au sein d'un réseau, on va avoir besoin de moyens de certification. Et c'est pour ça que j'ai rajouté la petite notion supplémentaire qu'on a peut-être un peu moins dans la notion de registre centralisé, c'est le wallet, c'est-à-dire une clé de chiffrement asymétrique qui vous permet de vous authentifier sur le réseau pour que le réseau à qui vous fassiez confiance puisse savoir avec qui il communique. Alors, au niveau de la blockchain, j'ai expliqué comment on peut lire et consulter de la donnée, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à travers ce réseau d'entités qu'on va appeler des validateurs. Et maintenant, je vais expliquer comment on fait pour émettre des ordres en fait, de modification des données qui sont enregistrées sur la blockchain. Alors, il y a un parcours en 3 étapes. Le premier, tout simplement, c'est de comprendre qu'au sein d'une blockchain, vous allez avoir une typologie de messages. Qu'est-ce que c'est un message? En fait, c'est une action que vous pouvez mener sur la blockchain qui est enregistrée au sein des validateurs. C'est comme ça que c'est construit par définition. Donc, vous avez une liste prédéfinie qui est développée. Et cette liste prédéfinie, en fait, elle vous permet de réaliser des actions de modification. Par exemple, ça peut être j'aimerais bien modifier mon nom et mon prénom, j'aimerais bien modifier mon numéro de commande, j'aimerais bien modifier un paramètre que j'ai sauvegardé au sein de ce réseau blockchain. Ça s'appelle un message. Ensuite, deuxième étape, pour réaliser ces messages, en fait, je vais émettre une liste de messages que j'ai envie de réaliser. Je peux appeler ça une liste de courses, si vous voulez, des différentes actions que j'aimerais mener sur ce réseau, donc actions de modification, ce qu'on appelle un message. Et tous ces messages, quand vous les regroupez ensemble, ça s'appelle une transaction. Cette transaction, l'utilisateur dont on a parlé avec le wallet, c'est-à-dire avec la clé de chiffrement asymétrique qu'il a à sa disposition, il va signer le contenu de cette transaction en disant « je certifie que je souhaite réaliser ces actions ». Et ensuite, cette transaction qu'on va appeler transaction signée est envoyée dans une pool où se retrouvent en fait toutes les transactions signées. Une fois que la transaction est envoyée dans cette pool, vous allez avoir le réseau de validateurs qui va aller piocher dans cette pool pour
les enregistrer une à une dans ce qu'on appelle un bloc. Donc là, ici, par exemple, on voit comment on remplit le bloc numéro 65. On va aller piocher des transactions qui ont été signées. Les validateurs, c'est-à-dire les personnes de ce réseau d'entités décentralisées, va lire le contenu de la transaction, vérifier que l'émetteur est correct, vérifier du coup la signature, vérifier que les messages qui sont envoyés sont bien compatibles avec l'état sauvegardé. Par exemple, une personne qui aimerait envoyer $1 million à une autre personne, mais qui en fait n'a pas d'argent sur son compte, on va refuser tout simplement la transaction ou le message. Donc l'idée en fait, c'est de venir compléter ce bloc avec des transactions qui sont valides, dont l'entièreté des messages sont effectivement valides. Alors après, vous me dites, mais quand est-ce qu'on s'arrête de compléter un bloc? Il n'y a pas vraiment de règles, mais disons, il y a deux critères qu'on peut conserver. Le premier, c'est on impose une taille fixe de quantité de contenu dans un bloc. Par exemple, on peut fixer une taille de 1 mégaoctet. À partir du moment où on a rempli 1 mégaoctet de transactions ou de messages au total, à ce moment-là, on s'arrête et on passe au bloc suivant. Ou alors, on peut, dans d'autres cas d'application, se dire j'ai envie qu'un certain nombre de blocs soient publiés par seconde ou par un temps donné. Et là, on va dire qu'on a une cadence qui va être imposée sur la construction de ces blocs. Et enfin, le bloc, pour qu'il ait un sens au sein de la blockchain, vous allez le sceller. On se souvient, donc on remplit le bloc avec tout un tas de transactions, et ces transactions, on va sceller l'entièreté du bloc en le hachant, tout simplement. Donc ce hash, vous connaissez un peu les propriétés d'irréversibilité, ça vous permet de garantir le contenu en fait, des transactions qui sont hachées, et qui vous permettent de passer à un bloc suivant selon les règles qu'on avait définies tout à l'heure, soit le nombre de transactions, soit le temps, soit la taille d'un bloc. Et après, j'attire l'attention sur les petites chaînes qui sont autour, et typiquement dans le bloc numéro 65, on observe bloc 64 et on observe le hash du bloc 64. Comme on l'a dit, un bloc il est scellé à partir du moment où je hash son contenu. Et dans le bloc numéro 65, vous voyez une référence justement au hash du bloc précédent. Ça veut dire quoi concrètement en termes de sécurité? Ça signifie que si je suis aujourd'hui au bloc numéro 65 et que j'ai envie de modifier une transaction que j'aurais émise sur le bloc numéro 2, si je modifie une transaction du bloc numéro 2, je vais modifier le hash du bloc numéro 2. Et donc, dans le bloc numéro 3, le hash du bloc numéro 2 va lui-même être modifié. Et je vais avoir une rétrocompatibilité en fait, qui est plus possible. Et ça rend en fait difficile de modifier la donnée sur des blocs qui sont sur des blocs précédents. Tout simplement parce que ça se voit directement dans la continuité. Et du coup, ça veut dire que si j'ai envie de modifier une donnée sur un bloc précédent, donc par exemple le bloc 63, 62 ou le numéro 1 ou 2, je dois reconstruire l'entièreté des hashes et donc l'entièreté de la blockchain pour pouvoir certifier et valider cette modification. Tout ceci, ça s'appelle la blockchain. Blockchain, en résumé, des transactions. Une transaction, c'est plein de messages. Ces messages, on les signe, on les envoie dans une pool qui est en fait une pool de transactions latentes. Ces transactions, elles sont insérées dans un bloc et ce bloc, il est chaîné pour justement sceller le contenu des transactions qui ont été émises. Alors, dans les blocs qu'on va créer, en fait, ce mécanisme, ça s'appelle le minage. Voilà, ça s'appelle le minage d'un bloc. Ça consiste effectivement à insérer des transactions dans un bloc et à le sceller. Et vous avez en fait des règles de validation, des règles, ça s'appelle des consensus de validation qui vous permettent de réaliser cette tâche d'insertion de transactions. Bon, déjà, la première chose, c'est que les transactions doivent être toutes valables. Ça, c'est le minimum. Et après, vous avez trois types de consensus que je vais présenter. Le proof of work, c'est la preuve de travail, où en fait, vous allez ajouter une contrainte supplémentaire. Vous pouvez mettre des transactions dans le bloc, mais en revanche, vous devez prouver que vous avez fait un effort calculatoire, c'est-à-dire la résolution ici d'un problème cryptographique. Ce problème, il consiste à trouver un hash d'une certaine particularité. Et cette résolution cryptographique demande un coût en termes de temps ou un coût en termes calculatoires qui est assez conséquent. Et de fait, si vous arrivez à résoudre ce problème, vous savez mathématiquement que cette résolution est difficile et donc que vous avez mis en place un certain enjeu calculatoire, une certaine puissance de calcul, vous avez prouvé que vous avez fait du travail, que vous avez travaillé pour pouvoir justement justifier que les transactions qui sont posées, elles sont scellées et en plus d'être scellées, elles ont été, vous avez mis cette preuve que vous avez fourni une puissance calculatoire pour pouvoir sceller ce bloc. Ça, c'est le principe de la preuve de travail, du proof of work.
Un autre consensus de validation qui, bon, vous le savez, à l'état actuel, avec les problématiques écologiques, on parle surtout de consommation énergétique de ces blockchains en type Proof of Work. Vous avez un pendant un peu différent qui est le Proof of Stake, où la règle, en fait, pour pouvoir miner un bloc, c'est-à-dire créer ce bloc-là et le sceller, eh bien, en fait, c'est de prouver que vous avez un enjeu financier à ne pas inscrire des transactions qui sont fausses. Comment concrètement ça se matérialise? Chacune des entités validatrices qu'on avait définies tout à l'heure dans la notion de registre distribué, chacune de ces entités, elles vont mettre de l'argent en jeu. Elles vont dire, moi je dispose d'1 million d'euros et dans le cas particulier où j'insérerai de mauvaises transactions dans un bloc, j'appose ma signature, c'est ce qu'on appelle Proof of Stake, le POS 65 que vous voyez dans le bloc numéro 65. Vous allez avoir des validateurs qui vont apposer leur signature sur le bloc en disant « j'approuve le contenu ». Mais en revanche, si quelqu'un repère un contenu qui est frauduleux, à ce moment-là, les personnes qui ont signé comme quoi c'était réel vont se faire punir, ça s'appelle un slashing, et bon, tout dépendra des règles en fait, des blockchains qui sont associées, mais par exemple, vous pouvez vous faire slasher à hauteur de la moitié, c'est-à-dire punir à la hauteur de la moitié de l'enjeu financier que vous aviez. Donc par exemple, un validateur qui avait 1 million d'euros, il signe une mauvaise transaction, il se fait punir par le réseau, la moitié de son argent, donc il perd 500 000 $ qui sont rediffusés au réseau. Donc ça, c'est le principe du Proof of Stake, preuve d'enjeu. Et enfin, le troisième consensus de validation que je voulais détailler, c'est celui de la preuve d'autorité, le Proof of Authority, où là, c'est exactement le même principe que le Proof of Stake, sauf qu'au lieu de mettre en jeu un investissement financier, vous allez mettre en jeu le droit de signer ou non un bloc. Et ce droit, en fait, vous avez le droit de réaliser cette tâche de signature à condition de faire partie d'une liste de confiance. Soit vous faites partie de la liste de confiance et vous avez le droit d'apposer votre signature, soit vous ne faites pas partie et auquel cas vous ne pouvez pas signer. En bref, il y a tellement de spécificités dans chacune de ces blockchains, dans le mécanisme, dans les règles qui sont associées, qu'il y a une seule phrase qu'il faut retenir, c'est « code is law », ça veut dire la loi, c'est le code, peu importe. Tout dépendra de la manière dont c'est codé, en fonction de comment la blockchain est codée, vous allez avoir des règles différentes. Alors, je voulais aussi terminer ce défrichage un peu des concepts de blockchain en parlant de la typologie. Donc, on entend souvent parler de 4 types de blockchain. La première, c'est les blockchains publiques, où en fait, ce qui se passe, c'est que les différentes entités validatrices dont on a parlé au début, elles sont disponibles sur le réseau Internet, donc disponibles à tous. Et chacune de ces entités vont aussi mettre à disposition le contenu de la blockchain, c'est-à-dire le contenu de l'état sauvegardé des données. Donc tout ce contenu-là est disponible à tous, à qui le demande, tout simplement. Ça peut poser quelques problématiques pour des personnes qui auraient besoin d'avoir un contenu d'information qui reste plutôt confidentiel. Et c'est pour ça que vous avez aussi ce qu'on appelle les blockchains qui vont être plutôt privés. Où là, c'est le même concept, mais sauf qu'au lieu d'avoir un réseau décentralisé de multiples validateurs, vous allez avoir un réseau pseudo-décentralisé, mais qui appartient à un réseau privé. Donc vous avez, entre guillemets, de la décentralisation parce que vous êtes décentralisé au sein de votre réseau privé, mais vous êtes sur un réseau privé, donc indirectement, il y a une seule et même entité source qui émet cette blockchain. Donc ça crée en fait un petit problème avec les blockchains privées, c'est justement que vous perdez cette décentralisation. Donc du coup, vous perdez ce crédit que vous pourriez avoir avec une multitude d'entités validatrices. Et c'est pour ça que vous avez les blockchains hybrides, qui utilisent à la fois la puissance de la décentralisation des blockchains publiques, mais aussi la praticité en termes de contenu de données des blockchains privées. Comment ça marche? Tout simplement, vous allez mettre à disposition de tous, par exemple, les messages, les transactions que vous allez réaliser. Vous donnez la possibilité à tout le monde de valider ces modifications. En revanche, dans les messages que vous émettez, vous faites référence à de la donnée qui est, elle, sur un réseau restreint, sur un réseau interne. Donc la donnée, elle est effectivement privée, donc elle vérifie un peu des idées de stockage privées, alors que le contenu des transactions que vous voulez sceller, dont vous voulez garantir une sécurité, vous allez les laisser sur une blockchain publique. Donc là, on serait un peu sur un modèle hybride. Et enfin, le quatrième modèle qui va aller encore un petit peu plus loin que la notion de blockchain publique sur un réseau privé, c'est les blockchains de consortium. Dans la blockchain de consortium, il y a une idée derrière. Vous avez plusieurs partenaires qui veulent collaborer ensemble.
Ils doivent collaborer ensemble, mais en revanche, elles ne se font pas confiance. Ces entités-là ne se font pas confiance, et donc elles vont mettre en place un système de stockage collaboratif. Pensez par exemple à deux banques ou à un réseau bancaire. Vous avez des entités bancaires qui doivent travailler ensemble, tout simplement quand vous émettez un virement d'une banque à une autre, votre client, vous avez besoin qu'il reçoive l'argent, donc vous voulez absolument que ce réseau travaille ensemble. Ce sont des partenaires sur ce principe-là, mais en revanche, ce sont deux entités concurrentes parce qu'ils ont leur portefeuille client, ils ne veulent pas le diffuser aux autres. Voilà. Donc dans ce cadre-là, en fait, vous avez une blockchain de consortium où il va y avoir effectivement une pseudo-décentralisation un petit peu plus élevée que dans le cadre des blockchains hybrides ou blockchains publiques, donc un peu plus élevée, mais en revanche, l'échange et la transmission des données restent sur un réseau restreint qui est privé entre les entités partenaires. C'est les blockchains de consortium. Si je peux résumer, d'un point de vue plus technique, la blockchain, c'est un ensemble de protocoles de communication au sein d'un réseau peer-to-peer. Le réseau peer-to-peer, c'est les différents validateurs qui se mettent d'accord sur des règles de validation, sur des règles d'inscription d'informations et de modification tout simplement d'une donnée. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle des protocoles. Alors, concrètement, des cas d'usage de cette blockchain aujourd'hui, on ne peut pas parler de blockchain sans parler de certificat de possession, à mon avis, aujourd'hui. Certificat de possession, c'est un document dont on a besoin aujourd'hui, un document avec lequel on travaille. Je donne quelques exemples. Voilà, celui que je vois immédiatement, c'est l'achat d'une maison, même d'une voiture. Vous avez un certificat d'immatriculation, vous avez un certificat d'achat, un certificat auprès de votre notaire, du cadastre. Enfin, vous avez des certificats de possession qui sont à votre disposition. Et ces certificats de possession, on a quelques problématiques aujourd'hui au niveau de sa gestion. Par exemple, les falsifications, les copies. Combien de problèmes vous avez avec les cartes nationales d'identité qui sont tout simplement frauduleuses, qui ressemblent à des vraies, qui sont tout simplement fausses. Combien de problèmes est-ce que vous avez avec, je vois aussi le certificat numérique pour un site internet. Vous devez le renouveler, vous devez, justement, vous faites par exemple hacker sur des URL phishing, où en fait c'est juste un jeu de lecture, vous écrivez mal les lettres sur une URL et il y a un pirate qui vous fait donner vos cartes de carte bancaire ou des identifiants sur une plateforme qui vous dérangerait. Donc là vous avez des problèmes de certification de qui possède en fait le lien qui est derrière. Toutes ces problématiques, je les résume en leur gestion et le solutionnement de ces problèmes, en fait ça impose des charges administratives. Et la solution en fait, qui peut être proposée via de la blockchain, c'est ce qu'on appelle la tokenisation par des NFT. Alors NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Il y a une norme qui a été publiée initialement par Ethereum, ça s'appelle l'ERC 721. Et en quoi ça consiste? Ça vous permet d'enregistrer une donnée sur la blockchain et cette donnée vérifie un critère d'authenticité, d'unicité et de traçabilité. Voilà, essentiellement, c'est le résumé que je pourrais faire de ces NFT. Ça vous permet, par exemple, vous avez votre certificat d'immatriculation. On va hacher par exemple son contenu, on le met sous un format NFT, et ce NFT en fait il va garantir le fait que telle personne possède telle donnée, par exemple le certificat d'immatriculation dont on avait parlé tout à l'heure. Ça vous garantit l'authenticité, l'unicité, et après vous pouvez tracer, parce que ce certificat d'immatriculation, au moment où vous vendez la voiture, va vous donner aussi le certificat d'immatriculation. Une nouvelle personne le possède, et vous garantissez que un tel possédait telle voiture, qu'il l'a donnée à quelqu'un d'autre. Et au final, vous vous retrouvez avec une traçabilité, une authenticité et l'unicité d'une donnée inscrite sur la blockchain. Alors, bien sûr, les NFT, on en entend parler partout avec ces images. Et en fait, ces images NFT, c'est de la tokenisation d'un contenu numérique. Donc vous avez par exemple quelqu'un qui va dessiner, donc typiquement cette tête de singe, qui aujourd'hui se vend à plusieurs millions de dollars. Cette tête-là, c'est tout simplement quelqu'un qui a réalisé un dessin sur une image, qui l'a tokenisé, qui l'a mis sous la forme d'un NFT. Du coup, vous pouvez certifier la propriété ou la possession de cette image-là et l'échanger. Et tout simplement, dans ce cadre-là des petites images, le NFT, c'est tout simplement un cas d'application. C'est un cas d'application du NFT et ce n'est pas uniquement des images du NFT. Alors, au-delà de cette technologie ou de cette idée de NFT, vous avez aussi de l'utilisation qu'on pourrait mettre, là je mets de l'hypothétique parce que c'est un peu de la R&D, un peu du pratique, un peu du conceptuel. Vous avez l'IoT et la SSI. Alors attention, SSI pas au sens sécurité des systèmes d'information, mais au sens identité numérique. Alors pourquoi l'IoT peut être un cas d'application justement de ces NFT? Je donne trois utilisations, ou disons trois erreurs, une erreur qui existe aujourd'hui, c'est le mot de passe par défaut que vous avez sur tout l'IoT, les admin, 1, 2, 3, 4, 4, 0. Donc ça ici, c'est une problématique que vous avez pour authentifier tout simplement de l'IoT sur un réseau.
Et là, le NFT, en fait, il vous permettrait de répondre un peu à cette problématique. Vous placez au sein d'une carte cryptographique sur votre IoT, vous lui donnez un certificat NFT pour lui dire voilà, tel IoT, c'est telle personne qui le possède. Et du coup, au moment de l'authentification, vous demandez à la blockchain qui possède cette chose-là, est-ce qu'elle a le droit de me communiquer des informations. Dans le cadre de l'identité numérique, en quoi ça consiste? Ça consisterait tout simplement à dire qu'un NFT, qu'est-ce que c'est? C'est une donnée que je veux garantir authentique. Dans la donnée, je pourrais enregistrer quoi? Un attribut particulier. Telle personne a l'âge légal dans mon pays, telle personne a le droit de vote, telle personne a la nationalité française ou pas, telle personne a un titre de séjour pendant 1 mois dans mon pays. Vous voyez, donc ça c'est une propriété, un attribut que je fournis à une personne, et cet attribut, je veux le contrôler, le certifier, le révoquer, réaliser des tâches dessus. Alors attention, c'est un tout petit peu différent par rapport au NFT, dans le sens où la nationalité française, en tant que pays, si moi je mets ça en place, je n'ai pas envie que 2 personnes puissent l'échanger. Donc c'est un peu la même base conceptuelle que le NFT, mais par contre en termes de pratique, ce n'est pas tout à fait la même dynamique fonctionnelle. Vous voyez, je ne peux pas échanger un titre de nationalité, je ne peux pas échanger un titre de séjour. Par contre, je peux échanger le certificat d'immatriculation que je pourrais avoir de ma voiture. Alors, un autre cas d'usage qui est ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, qui est un peu la genèse et l'essence de ces blockchains. Essence de ces blockchains, vous avez de l'exemple de l'utilisation de la finance au quotidien. Les problèmes que je pourrais soulever, ce sont les horaires d'ouverture, les frais et les délais. Horaires d'ouverture, j'entends pour les personnes qui veulent passer un peu d'ordre en bourse, vous devez attendre que les marchés financiers soient ouverts. Donc si vous voulez passer des ordres en bourse sur des bourses étrangères, déjà il faut vous lever avec le bon décalage horaire, passer les ordres au moment où potentiellement vous êtes en train de travailler sous un rush et que du coup vous pouvez envoyer vos ordres qu'à 21 h chez vous. Et malheureusement la bourse de Paris est fermée. Et donc là comment vous faites? Vous devez attendre le lendemain. Donc ça par exemple ça pose quelques problématiques en termes d'ouverture. Vous avez aussi des difficultés, là je donne l'exemple de jetons de casino où vous avez eu par exemple pour 100 € de jetons de casino dans un casino. Malheureusement il vous reste un jeton de 100 €, vous voulez en donner 50 € pour votre enfant qui vient d'avoir sa majorité, vous ne pouvez pas le couper en deux, vous êtes obligé de lui donner 100 € et vous ne pouvez pas fractionner en fait ce jeton qui a été publié. Donc finalement, là ce que je retiens en fait dans les problèmes, c'est que vous avez une gestion qui peut être parfois fastidieuse. Alors bien sûr, on pourrait contrer un peu cet argument en disant que maintenant avec tout ce qui est banque en ligne, on facilite énormément l'utilisation de la finance, ça je le reconnais, mais en revanche, je pense que certaines problématiques d'échange interbancaire restent encore présentes et posent encore ces soucis de difficulté et de gestion administrative fastidieuse. La solution qui est proposée, c'est une solution qui est un peu native, ça s'appelle le token. Le token, c'est tout simplement une traduction du mot jeton, c'est une monnaie virtuelle. Du point de vue technique, c'est un entier non signé en 64 bits, tout simplement. Et en fait, vous avez même rajouté, au-delà du token, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des règles d'échange. Et encore une fois, vous avez une norme qui s'appelle l'ERC20. L'ERC20, c'est ce qui va définir les contrats intelligents, les fameux smart contracts que vous pouvez avoir au sein d'une blockchain. Ce qu'on a, c'est que vous avez le token qui est à votre disposition sur la blockchain, donc vous avez un montant financier qui vous est alloué, mais en plus, on peut rajouter des règles de travail. Une règle de travail, ça peut être, tiens, j'ai envie d'installer une B-serveur chez moi, enfin dans mon entreprise, il n'y a pas de souci. Je vous paierai ces 10 ou 100 000 € que vous me demandez pour réaliser cette tâche, mais en revanche, je ne vous donnerai pas cet argent si la B-serveur n'est pas montée en un mois. Ou au contraire, si cette B-serveur est bien montée, je vous donnerai la moitié de l'argent au moment où c'est effectif, et je vous donnerai le complément si au bout d'une semaine, il n'y a pas de crash. Vous voyez? Et donc là, en fait, je rajoute des conditions. Et à partir du moment où ces conditions sont numérisables, vous pouvez les retraduire avec du code. Et ce code, vous le publiez sur la blockchain en disant « Je veux bien réaliser cette tâche à condition que… » Et sous réserve que des conditions numériquement observables puissent être réalisées, les échanges peuvent se réaliser, se concrétiser. C'est pour ça qu'on appelle ça un contrat intelligent, parce qu'on est deux parties. Moi, je suis prestataire, je vous installe la B-serveur. Moi, je suis client, je veux vous rémunérer pour le service que vous me rendez, mais en revanche, je ne vous rémunérerai que si le service est effectivement rendu. Bon. Donc là, ici, c'est le cas typique de l'ERC20. Enfin, je vais conclure cette présentation sur quelques blockchains qui existent aujourd'hui, qui sont fonctionnelles. La première, l'essence même des blockchains, c'est le Bitcoin. C'est l'origine en fait de toutes ces blockchains. Elle travaille au départ sur de la proof of work. Donc vous vous souvenez, cette preuve de travail où vous devez résoudre un problème cryptographique qui est normalement difficile. Donc cette blockchain, elle est l'essence en fait de tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie dont on parle aujourd'hui. Juste à côté, vous avez l'Ethereum qui vient en fait contrecarrer toutes les problématiques que vous pourriez avoir sur Bitcoin. Bitcoin, ça gère de la monnaie, point.
Ethereum, ça vient vous rajouter en fait l'aspect service. Je peux réaliser ce qu'on avait appelé tout à l'heure les contrats intelligents. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas natif sur du Bitcoin. Vous avez des petits compléments en fait, qui apparaissent grâce à Ethereum, et c'est un peu le concurrent Bitcoin. Vous avez une blockchain extrêmement puissante qui vous rajoute en fait cette possibilité d'avoir du service. Et récemment, en fait, cette blockchain est passée en proof of stake, c'est-à-dire qu'au lieu de passer d'une preuve de travail, vous passez à une preuve d'enjeu. Enfin, je citerai 3 autres blockchains. Le XRP, qui est, elle, basée plutôt sur de l'échange monétaire à échelle mondiale. VeChain, qui, elle, se spécialise plutôt sur de la traçabilité de la contrefaçon. Et enfin, la blockchain Cosmos, qui, elle, par essence, en fait, est une blockchain qui est puriste sur tout ce qui est preuve d'enjeu. C'est une blockchain de développeurs, pour les développeurs, par les développeurs. Enfin, je ne sais pas trop comment la qualifier, mais c'est une blockchain qui est extrêmement puriste et qui a pour objectif, en fait, de rassembler l'entièreté des blockchains. Comment ? En créant de l'interopérabilité. Ça, c'est un truc qui manque dans les blockchains. Ce sont des systèmes de stockage décentralisés indépendants. Et si vous voulez faire des ponts de communication entre ces différentes blockchains, eh ben, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Alors que Cosmos, justement, par défaut, c'est quelque chose qui est prévu dans ce type de blockchain et qui vous permet en fait, de réaliser cette tâche-là. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et du coup, maintenant, je te laisse la main, David, pour les questions. Merci. Merci François pour ta présentation. Elle est riche d'exemples en plus, très, très pragmatique pour nos métiers. Et j'ai une question qui est arrivée, qui reprend un petit peu le début de ta présentation. C'est tout le monde peut être validateur. Concrètement, c'est quoi un validateur? Un ordinateur, un programme, un usager? D'accord. Voilà. Alors concrètement, un validateur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je reviens peut-être sur les slides ou... Je pense que tu peux t'appuyer sur les slides. Alors, sur cette slide-là, en fait, où j'explique le principe de ce que c'est un validateur, comme la chose qu'il faut retenir, c'est la loi, c'est le code. Donc, si c'est prévu dans le code que n'importe qui peut être validateur, alors oui. Si dans le code, il est prévu que pour être validateur, vous devez réaliser tel ou tel, être soumis à tel ou tel critère, à ce moment-là, oui. Le tout, c'est que ça puisse être transcrit et traduit en code. Si c'est codé, à ce moment-là, oui. Par exemple, sur Bitcoin, pour citer Bitcoin et Ethereum, je vais prendre ces deux blockchains. Ce Bitcoin, pour être un validateur, il suffit de se connecter et de faire tourner le logiciel Bitcoin. Si vous avez ce daemon, donc ce logiciel qui tourne sur votre ordinateur, vous le lancez, ça se connecte sur le réseau. Une fois que vous êtes connecté sur le réseau, vous allez accéder à cette même pool, donc à la piscine dans laquelle on avait toutes ces transactions signées. Vous les récupérez, vous placez les transactions dedans, et après vous faites travailler votre ordinateur jusqu'à résoudre le problème cryptographique. Si vous arrivez à le faire, à ce moment-là, vous publiez le bloc et vous êtes rémunéré pour ça. Donc ça, c'est possible. Dans le cas de la blockchain Ethereum, c'est la même chose. Et vous avez d'autres blockchains qui seraient plus des blockchains de consortium, où là, par contre, on peut émettre cette règle. Pour être validateur, vous devez faire partie de la liste de confiance. Pourquoi? Parce qu'on va passer sur une preuve d'autorité. Si vous ne faites pas partie de la liste de confiance, alors vous n'avez pas le droit d'inscrire des transactions. Bah oui, parce que moi j'imagine deux banques, une grosse banque, une autre grosse banque, j'ai pas envie qu'une troisième personne extérieure puisse entrer des transactions en disant que j'ai un client qui a envoyé de l'argent à un autre. Je veux surtout pas que ça puisse être fait. Donc dans ce cas-là, effectivement, la loi c'est le code et on va développer au sein de cette blockchain de consortium la règle comme quoi on ne peut pas être validateur, on ne peut pas insérer des transactions sans être sur la liste de confiance. Vous voyez, donc tout dépend un peu du cas d'usage, tout va dépendre c'est ça, le cas d'usage et du code qui a été rédigé derrière. Je pense que j'ai répondu à la question, mais j'ai peut-être oublié le usager. Alors, peut-être c'est les moyens d'extrémité ou c'est les usagers, personnes physiques en tant que telles qui valide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va valider? En fait, c'est le logiciel qui est derrière. Vous avez des règles. Peut-être ça serait plus accessible quand vous avez une base de données MySQL. Par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous montez un serveur, vous lancez un logiciel. Et là, vous ne vous demandez pas comment je fais pour que la donnée soit effectivement enregistrée dans ma table. Vous dites, j'envoie une requête. Et le travail, c'est le logiciel qui le fait. Là, c'est exactement pareil. Vous voulez qu'une transaction soit émise, une modification de l'état de la blockchain soit réalisée. Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez au logiciel, vous envoyez une requête, puis-je modifier? Et le logiciel se charge de faire le travail. Vous voyez, donc du coup, c'est vraiment, c'est pas une personne qui est derrière qui va cliquer. C'est vrai que le mot validateur pourrait faire penser à un utilisateur qui est derrière son ordinateur en cliquant sur les transactions. Ça, surtout pas. C'est effectivement un logiciel qui va automatiser tout ça, qui va récupérer les transactions, qui va ensuite les insérer dans un bloc, sceller le contenu du bloc. Et donc là, c'est vraiment automatisé. En fait, c'est le logiciel que
que le réseau de validateurs accepte de démarrer ensemble. C'est, comme on l'a dit, un réseau peer-to-peer qui fait tourner un logiciel, de réseau peer-to-peer pour réaliser telle ou telle tâche. D'accord. J'ai une autre question, je pense que tu l'as répondu tout à l'heure, c'est peut-on stocker autre chose que des transactions sur une blockchain? Alors, en pratique, non. En pratique, non, on ne peut pas stocker autre chose que des transactions, mais en revanche, indirectement, dans une transaction, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux y mettre de l'information que je souhaite sauvegarder ad vitam aeternam. Donc, par exemple, dans une transaction, ça pourrait être envoyer un message. Alors, un message où je vais dire envoyer un SMS. Et dans ce SMS, je vais mettre le contenu. Donc, je vais sauvegarder effectivement dans la blockchain la transaction, mais cette transaction, le message de modification qui va être appelé, il va être configuré. Et cette configuration, ça peut être pour envoyer je ne sais pas, on va dire un SMS à quelqu'un, vous devez remplir le destinataire, vous devez aussi compléter le contenu du message. Et donc, j'ai sauvegardé dans la blockchain le message de transaction, mais aussi la personne à qui je l'envoie et le contenu. Donc indirectement, je ne peux pas sauvegarder autre chose que des transactions et des messages au sein de la blockchain, mais en revanche, dans ces messages, on peut insérer de l'information qui fait référence à ce que j'aurais voulu sauvegarder. Par exemple, le NFT dont on avait parlé tout à l'heure. D'accord. Je vais enchaîner sur une de mes questions. Un des sujets qui préoccupe actuellement les RSSI, ce sont les attaques ransomware. Oui. Est-ce que cette technologie peut nous protéger ou nous aider à nous protéger contre ces types d'attaques? Alors, ransomware, c'est vrai que ça, on en entend beaucoup parler, c'est une problématique qui est effective. En quoi ça consiste? Donc, le ransomware, juste pour rappel au cas où, ça consiste à... C'est un hacker qui va venir attaquer votre base de données, qui va la chiffrer. Qui va chiffrer votre base de données, qui du coup vous empêche d'accéder au contenu parce que le contenu est chiffré et qui va vous vendre tout simplement la clé de déchiffrement contre de l'argent, contre une rançon tout simplement. La donnée, en fait, quand elle est chiffrée, elle est plus accessible. Et c'est ça qui est dérangeant dans le ransomware. Là où justement, je vais encore profiter de cette slide, là où vous avez cette problématique dans le cas du registre centralisé, c'est-à-dire que pour le hacker, vous allez chiffrer justement une base de données, donc vous allez attaquer une entité, par exemple un hôpital, vous allez attaquer une entreprise particulière qui vous dérange ou à qui vous souhaitez nuire, donc vous attaquez une entité particulière, vous chiffrez son contenu. Dans le cas du registre distribué, vous devez aussi réaliser cette attaque-là, mais chacun des validateurs possède le contenu de cette blockchain. Donc déjà par nature, si vous voulez chiffrer la donnée, si je chiffre uniquement le validateur qui est tout en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il dit il n'y a pas de souci, je mets à zéro mon réseau, ou plutôt mon nœud validateur dans lequel je contiens ma blockchain, je demande à un autre, peux-tu me faire un copier-coller? Alors il y a peut-être 1 Tera de données à faire, bon, mais 1 Tera, vous faites un copier-coller, ça vous prend peut-être 2 heures. Une fois que vous avez réalisé ce Tera de copier-coller et que vous le remettez sur votre blockchain, vous pouvez repartir à zéro. Donc indirectement, vous êtes protégé pour une entité. Si cette entité-là voit tout son contenu blockchain, c'est-à-dire toute sa donnée qui est chiffrée, c'est pas grave, il retire le disque, il le met à zéro et il demande une copie de la blockchain au reste du réseau. Là, vous allez me dire, à ce moment-là, il suffit d'attaquer le réseau en entier. Et je dis oui, il n'y a pas de souci, mais le problème, c'est que dans un cadre de registre décentralisé, vous avez beaucoup plus d'entités qui, elles, ne travaillent pas de la même manière. Donc ça veut dire qu'en tant que hacker, je dois attaquer un réseau complet en même temps. Et en plus, un réseau complet avec des pratiques de SSI qui sont différentes. Donc, entre attaquer une entité centrale et attaquer un réseau complet en même temps, parce que vous vous doutez que si un des nœuds validateurs, vu qu'il n'a pas intérêt à ce que la blockchain tombe, si un des nœuds validateurs se voit hacker, il va tout de suite prévenir les autres en disant « Attention, là je me suis fait prendre sur telle ou telle problématique ». Les autres vont soit mettre en arrêt, soit faire un stop pour conserver la donnée au cas où. Et au moment où l'attaque est passée, tout simplement, il peut y avoir peut-être un arrêt du réseau, l'attaque est passée, et on refait un reset. En fait, le PRA est beaucoup plus rapide vis-à-vis de ça. La donnée, elle n'est pas perdue parce qu'elle est décentralisée, mais après, bien sûr, si un attaquant arrive à justement chiffrer l'entièreté du réseau en même temps, ce qui, pour des raisons, ne serait-ce que de créneaux horaires, peut poser énormément de difficultés, ne serait-ce que pour des raisons de temps d'attaque et temps d'enquête en fait, sur les entités que vous voulez attaquer. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir d'énormes pertes avec du ransomware sur de la blockchain que dans le cas où vous êtes sur un registre plus centralisé. D'accord. Alors,
il y a une autre question aussi. Est-ce que ce sont les entreprises qui s'adaptent aux blockchains ou est-ce que c'est les blockchains qui s'adaptent aux entreprises? C'est vrai. Alors, en fait, c'est un peu le monde numérique. C'est un peu le monde numérique. Il y a un peu des deux. Il y a, bien sûr, d'un côté, vous avez le monde qui va s'adapter au numérique, comme on l'a aujourd'hui. Maintenant, on ne quitte plus son téléphone portable, on en a tous un, on est tous bourrés d'écrans. Alors qu'il y a quelques années, avoir un écran chez soi, enfin il y a quelques années, bon, ça remonte quand même maintenant, il y a beaucoup de temps, avoir un écran chez soi c'était quand même un privilège. Maintenant aujourd'hui tout le monde a au moins une télé, tout le monde a peut-être au moins un téléphone ou un élément numérique avec lequel il travaille, vous en avez même dans le train. Donc il y a un peu les deux temps. Il va y avoir effectivement un besoin, une demande de la part du public, donc de la part des entreprises, et aussi vous allez avoir le fait que les notions blockchain vont vous proposer de la technologie. Donc il y a de la proposition qui est faite par cette technologie-là, blockchain, qui du coup va intéresser les utilisateurs et les entreprises, et réciproquement. Donc j'ai envie de dire que est-ce que c'est la blockchain qui va s'adapter aux entreprises ou est-ce que c'est l'entreprise qui va s'adapter à la blockchain? Ça va dépendre un petit peu de ce qui va être proposé. J'entends par exemple, j'ai un cas où c'est la blockchain qui va s'adapter aux entreprises. Pourquoi c'est la blockchain qui s'adapte aux entreprises? Je vous donne l'exemple des temps de latence. Par exemple, sur Bitcoin, aujourd'hui, si vous voulez miner un bloc, c'est-à-dire si vous voulez ajouter un nouveau bloc à cette blockchain, il faut compter une dizaine de minutes. C'est trop long. Si je veux réaliser une transaction, je veux savoir tout de suite, moi, est-ce que mon argent a bien été envoyé, oui ou non? Et donc, du coup, vous avez des blockchains qui vont plutôt s'attarder sur la cadence. Et pourquoi elles s'attardent sur la cadence? Parce que c'est un besoin. Vous avez des blockchains comme XRP qui va essayer de se débrouiller pour garantir en fait un volume de transactions qui est énorme. Pourquoi un volume de transactions énorme? Pour justement permettre de réaliser des transactions à une échelle mondiale qui est suffisamment rapide pour ne pas être trop lent. Ouais, c'est les problématiques de latence. Donc là, c'est la blockchain qui va s'adapter aux besoins entreprises. Après, vous allez aussi avoir l'entreprise qui va s'adapter aux besoins blockchain. Bon, là, c'est un peu théorique, mais par exemple, dans le cadre d'un micro-paiement, aujourd'hui, si vous voulez payer quelqu'un, vous avez besoin au minimum de lui donner 1 centime. Vous ne pouvez pas faire des transactions de 10 puissance moins 12 centimes ou 10 puissance moins 12 euros aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc, ce que vous allez avoir, par exemple, ce sont des micro-paiements. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer une plateforme de diffusion en streaming qui vous fait payer votre temps de visionnage à la seconde, et pas à l'heure, et pas à l'abonnement. Et auquel cas, là, la blockchain, elle vous permet de répondre à ça. Vous vous êtes connecté à ma plateforme de visionnage, je vous envoie un flux, ça a duré 45 secondes, vous payez tant d'euros par seconde, du coup, vous me devez tant. Oui, et du coup, ça permettrait par exemple de uniquement faire ce qu'on appelle du micro-paiement, donc plus du paiement au centime près, mais plutôt du paiement au nano-centime près, donc 10 puissance moins 9 centimes. Pourquoi pas? Et donc dans ce cas-là, ça serait l'entreprise qui va devoir s'adapter à ce genre de technologie parce qu'aujourd'hui, en termes de business model, on est plutôt habitué à des abonnements, on est plutôt habitué au film à la demande, on est plutôt habitué à ça. Et donc là, ça serait plutôt l'entreprise qui va devoir s'adapter à ce besoin technologique que les utilisateurs ont. Ouais, donc je pense que c'est vraiment un peu des deux. D'accord. J'ai une question. Alors, je la prends telle qu'elle. Hein. Comment peut-on évaluer ou comparer la sécurité des différentes blockchains afin de déterminer laquelle est la plus appropriée à son utilisateur? C'est un petit peu ce que tu as évoqué. Alors là, en fait, l'analyse de la sécurité, elle est basée sur le consensus, en fait, sur le code qui est derrière. Moi, je pense que déjà, il y a plusieurs typologies de blockchain, enfin, il y a plusieurs types de blockchain. Vous allez avoir tout ce qui va être blockchain public, blockchain privé, consortium et hybride. Ça, c'est un peu ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Là, c'est vrai que d'un point de vue, je vais essayer d'être le plus générique parce que je ne connais pas l'entreprise qui est derrière, donc j'aurai un peu de mal à donner une réponse très détaillée et explicite vis-à-vis de la question qui a été posée. Là, en fait, dans un cadre un peu générique, comment est-ce qu'on peut étudier ou évaluer? Ça va dépendre du consensus. Par exemple, pour un consensus de type Proof of Work, qu'est-ce qui fait que la blockchain est sécurisée? C'est le fait que pour pouvoir miner un bloc, pour pouvoir ajouter un bloc, vous allez avoir tellement de personnes qui sont sur le réseau que pour rajouter une information, vous devez mettre en jeu une puissance calculatoire qui est si grande que vous devez avoir un enjeu financier tellement énorme que vous ne pouvez pas le faire. Oui, donc là, par exemple, sur Bitcoin, il y a une capitalisation financière, donc en monnaie qui est tellement énorme que le réseau entier, maintenant, si moi je veux être validateur dessus, je n'ai pas les moyens.
j'ai besoin d'avoir tellement d'argent, j'ai besoin de consommer tellement d'électricité, j'ai besoin d'avoir tellement de puces de cartes graphiques, j'ai besoin d'avoir tellement de processeurs et de puissance calculatoire que pour pouvoir être un validateur, c'est-à-dire pour pouvoir insérer de la donnée sur ce réseau, je vais devoir dépenser tellement d'argent que c'est désuet en fait d'essayer de le faire, sauf si j'ai un réel intérêt derrière. Donc par exemple, cette blockchain, elle va être extrêmement sécurisée pour réaliser des transactions financières. Après, vous allez avoir des blockchains plus orientées proof of stake. Proof of stake, on se souvient que pour valider une transaction, c'est-à-dire pour apposer sa signature sur un bloc, vous devez mettre de l'argent en jeu. Enfin, mettre de l'argent, c'est plutôt vous avez de l'argent et vous dites, moi en tant que validateur, si je me trompe dans la signature, je vous donnerai la moitié de ce dont je dispose. Et donc là, l'idée, en fait, c'est que cette blockchain, elle a d'intérêt, dans le cadre d'un proof of stake, c'est-à-dire d'une preuve d'enjeu, elle est intéressante d'un point de vue sécuritaire si la masse financière, elle aussi derrière, elle est assez élevée. Imaginons une blockchain où en fait l'ensemble du réseau validateur possède 1000 euros. À ce moment-là, moi, j'arrive, je crée un nœud validateur et je mets en jeu 50 000 euros. Et finalement, en termes de capitalisation financière, la blockchain, elle aura 51 000 euros. Et moi, j'aurai l'entièreté du pouvoir en fait, de validation en disant, regardez, moi, je mets un enjeu tel que tous les blocs que je signe, ils doivent être valables. Parce que de toute manière, si je me trompais, j'aurais dû dépenser 25 000 euros, j'aurais dû vous le donner. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on va plutôt analyser la crédibilité d'une blockchain par sa capitalisation, c'est-à-dire combien d'argent est disponible et combien d'argent a été mis en jeu en fait, sur le réseau. Et après, vous avez la troisième type de blockchain. Comment je fais pour analyser sa sécurité avec un pen test? Par exemple, dans une blockchain de consortium, vu que c'est une entité privée, enfin deux entités privées qui vont collaborer ensemble, elles vont réaliser des pen tests sur le code en disant tiens, est-ce qu'en réalisant tout ça, effectivement, j'arrive à contrecarrer ou non? Et auquel cas, ça permettra effectivement de mettre en place un rapport qui vous dira oui ou non le contenu, enfin la manière de sauvegarder effectivement est sécurisée ou non. Je pense que j'ai répondu à peu près dans les trois types de consensus. Donc s'il faut que je détaille, il ne faut pas hésiter. Il y a dans la suite de la question, il y a comment vérifier la conformité de la réglementation de la blockchain. Alors je ne sais pas si c'est la conformité dans le sens européenne, française ou actuellement qui est en train de traiter, ou est-ce que c'est dans le cas de la création d'une blockchain? Alors, si on peut aborder les deux sujets de réglementaire ou survolé, et le côté création d'une blockchain, à la base. Alors, la réglementation, en fait, blockchain, j'ai tellement de choses qui me viennent en tête que je pense que je vais répondre à côté, donc il faudra préciser, je suis vraiment désolé. Est-ce que vous pensez à PSAN, c'est ça le PSAN, ou est-ce que vous pensez à normes type le RGPD? Est-ce que vous pensez à normes? Est-ce qu'il y a une norme déjà sur la construction des blockchains? Ça pour le coup non, ça se construit avec l'AFNOR, il y a un groupe de travail sur la normalisation blockchain. Ça pour le coup je ne suis pas assez connaisseur pour vous donner une réponse suffisamment fiable, mais je sais qu'il y a un groupe de travail dans l'AFNOR qui travaille sur la normalisation en fait, de ces blockchains. Mais là, je ne saurais pas trop en dire plus sur qu'est-ce qui est derrière, quel est le contenu et comment on normalise une blockchain. Mais en tout cas, il y a des règles et ces règles-là, elles sont plutôt données sur le public, en fait, c'est-à-dire les personnes qui vont valider cette blockchain. Il y a des règles et ça s'appelle comment dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour être validateur, les personnes vont rentrer dans une blockchain à condition que, 1, le code soit libre. Si le code source n'est pas libre et que les personnes ne peuvent pas compiler eux-mêmes, c'est hors de question, ils ne vont jamais s'aventurer dans cette blockchain. 2, il doit y avoir un intérêt en termes de ce qu'on appelle la tokenomics, c'est-à-dire que cette blockchain doit avoir un intérêt pour que le validateur passe du temps à travailler son code, sécuriser un réseau, comprendre le logiciel qu'il doit faire tourner. Lui, il veut bien le faire, mais à condition que ça ait un intérêt pour lui. Par exemple, fournir une blockchain qui va permettre de réaliser des transactions interbancaires avec de l'XRP, oui, ça, un validateur va passer du temps parce qu'il considère que c'est de l'avenir. Pareil, être validateur sur un réseau type Cosmos, c'est-à-dire donner la possibilité à des blockchains d'être en interopérabilité, d'être en Internet en quelque sorte, en Internet de blockchain, ça présente un intérêt. Donc oui, il va rentrer dedans, mais parce que le code est libre, parce qu'il arrive à compiler le code, parce qu'il arrive à débugger les problématiques et parce que la documentation est suffisamment claire pour donner une sensation de crédibilité et de fiabilité. Ça, c'est peut-être pas une norme au sens pur du terme, mais c'est plutôt la norme au sens conceptuel des personnes qui vont faire travailler ce type de blockchain. D'accord.
On revient un petit peu sur les hackings et il y a une question qui demande avez-vous des exemples de hacking ayant vidé tout le contenu d'une blockchain? Et est-ce que cela est possible sur tous les nœuds en même temps? C'est ce que tout à l'heure c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, oui. Alors, des exemples où une blockchain a complètement été vidée, c'est-à-dire que moi j'en ai aucun. Alors peut-être que c'est possible que ça existe, mais j'ai pas l'aspect culturel en tout cas. Donc là, à ma connaissance, je dirais que non. Là, en tout cas sur les blockchains dont j'ai parlé, il n'y a pas eu de reset total, c'est-à-dire un down total avec disparition de toutes les données entières. Il y avait toujours au moins un nœud avec une donnée suffisamment éloignée pour qu'en fait on perde peut-être 2 ou 3 jours de transaction. Bon, après vous me direz, dans un PRA aujourd'hui, souvenez-vous voilà, de la petite ligne, combien de données est-ce que j'accepte de perdre? Ça fait partie justement d'une ligne à remplir quand vous menez un PRA. Donc là, ici, je pense que je dois avoir 2 jours en tête, un truc comme ça, qui ont été perdus, mais sachant que sur des blockchains type Ethereum, en fait, vous perdez 1 minute ou 2 parce qu'il y a tellement de blocs qui tombent à la seconde, il y a tellement de blocs qui tombent justement à la minute que vous perdez en termes de temps pas beaucoup de transactions, mais après le temps de votre attaque, de toute façon le réseau s'il est tombé, il est tombé et vous ne pouvez pas faire autrement, donc vous attendez. Mais donc là des exemples avec une blockchain complètement vidée, j'en ai pas. Des exemples où en fait vous videz des comptes, vous videz peut-être pas le contenu de la blockchain, mais vous allez vider des comptes bancaires, donc c'est-à-dire les tokens associés à des wallets, les tokens associés en fait aux utilisateurs de ces blockchains. Ça oui, vous pouvez les vider. Pourquoi? C'est du même principe que, imaginons que là, voilà David, je te donne mes identifiants. Voilà, je te donne mes identifiants pour aller sur ma banque en ligne, je te donne mon mot de passe et je te donne la possibilité indirectement de vider mes comptes. Donc c'est sûr que si moi je donne un accès à un hacker à mon wallet, c'est-à-dire à ma clé de chiffrement asymétrique, si je lui donne ma clé de chiffrement asymétrique, quelqu'un peut effectivement signer une transaction à ma place. Dans ce cas-là, si je vois que sur le compte j'ai 10 000 euros, eh bien je vais virer ces 10 000 euros vers quelqu'un d'autre. Donc là, je peux siphonner effectivement un wallet à condition d'avoir accès à cette clé privée. Ouais, donc je pense que, je ne sais pas si encore une fois je réponds totalement à la question, j'ai l'impression d'être un peu à côté, mais... Non, je pense que tu as parfaitement répondu à la question. D'accord. Et tout à l'heure, tu as mentionné la réglementation. Oui. Et en réglementation, un risque au niveau RGPD. Eh oui, on est entièrement d'accord. Donc le RGPD, c'est vrai que... Alors ça, c'est la thématique du moment. Je ne vais pas botter en touche, mais un petit peu. Là, je pense que la CNIL répondra vraiment à 100% mieux que moi sur à cette question. Je pense que justement, peut-être un message caché pour l'occlusif, si vous voulez les inviter sur cette thématique, ça peut être une très très bonne question parce que même moi, j'aimerais bien y répondre concrètement. Les alternatives en fait, qui sont proposées aujourd'hui pour justement respecter cette notion de vie privée, et ça se fait aujourd'hui avec, ça s'appelle l'EBSI, c'est une blockchain européenne qui se construit, dont je crois que la France est même pilote sur ce projet à échelle européenne. Quel est le parti qui a été pris justement pour être en conformité avec cette réglementation des données personnelles? En fait, on s'est dit que, enfin je dis on, mais ce n'est pas moi personnellement, l'analyse qui a été faite, c'était plutôt de dire sur la blockchain, je vais sauvegarder des transactions et des contenus dont je vais faire référence. Par exemple, je vais faire référence à moi en tant qu'individu, mais pas à mon nom, pas à mon prénom, pas à ma date de naissance. Mais en revanche, je vais dire ce wallet, donc cette clé de chiffrement, elle appartient à quelqu'un. Elle appartient à qui? Celui qui possède la clé. Mais par contre, le contenu de la donnée, vous voyez, c'est un peu les blockchains type hybride qu'on avait explicité. Cette donnée-là, elle est sauvegardée auprès du ministère de l'Intérieur qui va gérer, elle, tout l'aspect juridique et tout l'aspect de contenu des pièces d'identité. Donc vous avez un accès à de la donnée pseudonymisée, mais la donnée personnelle, elle n'est pas sauvegardée sur la blockchain. Donc indirectement, on essaye de passer outre cette problématique de données personnelles enregistrées par la pseudonymisation, qui vous permet de sauvegarder de l'information sur la blockchain, mais attention, il ne faut pas que ce soit des données à caractère personnel. Vous voyez, donc ça c'est un peu ce qui est suggéré, mais après je pense que la CNIL répondra vraiment beaucoup mieux à cette question que moi, c'est pour ça que je vais préférer botter en touche parce que je risque encore une fois de répondre avec des petites imprécisions, mais en tout cas voilà une solution pour ne pas avoir trop de problèmes vis-à-vis du RGPD quand vous manipulez de la blockchain. Je crois que c'est clair. Voilà.
Merci François. Je vais essayer de conclure, c'est pas que je vais essayer, je vais conclure cette présentation. Et avec un petit exemple pour peut-être minimiser la présentation, c'est si on veut diffuser ta présentation, il y a deux manières. Soit la centraliser via le serveur d'Occlusif, soit de manière décentralisée. La présentation est envoyée à chacun de vous, à tous les participants de ce webinaire. À ce moment-là, les participants forment un réseau de validateurs. Pour schématiser, individuellement, je ne vous connais pas, mais je fais confiance au réseau d'Occlusif. Okay. Dans un an, je souhaite consulter le document. Deux possibilités. Je fais une requête au niveau du serveur d'Occlusif avec le risque que la présentation soit plus disponible, soit pas disponible ou soit modifiée. Ou sinon, je vais demander au réseau d'Occlusif de me fournir la présentation. Vous allez tous, à un instant donné, m'envoyer le document et je vais considérer authentique la présentation la plus redondante, grâce évidemment au H du document, le code et la loi. C'est ça. Voilà. Toujours le principe de réseau de confiance. Très bien. Ben, merci François, merci à vous tous d'avoir suivi le webinaire et je vous souhaite une excellente fin de journée.